Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire échiquienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une célèbre partie nommée la toujours jeune, une de mes parties préférées aux échecs. Celle-ci s'est déroulée en 1852. Elle opposait alors Adolf Anderson, considéré à cet instant comme le meilleur joueur du monde, face à Jean Dufresne, un élève et partenaire de jeu d'Adolf Anderson. Et cette partie, elle a commencé par le premier coup, E4. E5 est alors joué par Dufresne, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4, la partie italienne symbolisée par ce développement du fou en C4 qui tape directement sur le pion en F7. Jean Dufresne va choisir la réponse la plus conventionnelle, la plus classique. Il va jouer fou C5, développement symétrique. Et là, Adolf Anderson va jouer une ligne assez intéressante qu'on peut croiser assez régulièrement, encore maintenant, à l'heure actuelle. Et c'est B4 qui va être choisi par Adolf Anderson, le Gambit Evans. Comme tout Gambit, l'idée de celui-ci est de donner un pion et en échange, avoir une folle activité. On va essayer d'augmenter l'activité de nos pièces, de gagner des temps sur l'adversaire pour pourquoi pas mener une attaque. C'est ce qu'on va voir dans la partie. Le Gambit va être accepté par Dufresne. Il va donc faire fou prend B4. Et c'est C3 qui est joué. On gagne un premier temps sur le fou. Le fou revient alors en A5. Et on pourrait se dire que peut-être que jouer D4 ici est un peu dangereux. Parce qu'après, pion prend, bon, on va peut-être pouvoir faire cavalier prend, en effet, cavalier prend, dame prend, mais ce pion est toujours en prise par le fou, et finalement, on a donné un pion, mais est-ce qu'on a vraiment de l'activité? Pas sûr. Et pourtant, Adolf Anderson va envoyer D4. Pion prend est alors joué par Dufresne, mais Anderson ne va pas reprendre ce pion. Il veut jouer pour l'activité, il veut malmener son adversaire le plus vite possible, et essayer d'avoir une victoire rapide. Il va donc jouer petit roc, laisse le pion. Alors on pourrait se demander ce qui se passe si jamais les noirs sont gourmands et récupèrent le pion en C3. Mais finalement, il y aura du dame B3 qui pourra être joué. On taperait sur le pion à F7. On pourrait ensuite jouer, pourquoi pas, du cavalier prend C3. Le pion est alors récupérable. On a les tours qui pourraient rentrer en liaison, le fou en A3. Et on aurait vraiment beaucoup de jeux sur le roi adverse. Et c'est pour ça que le pion ne va pas être mangé par Dufresne. Il va jouer un coup un petit peu étrange. Il va jouer D3. L'idée de D3, c'est qu'on essaye, certes, le pion va être mangé, le pion est prenable, on ne va pas le défendre, on le rend, mais pour autant, on essaye de le rendre dans de mauvaises conditions pour les blancs, en empêchant un peu, en nuisant à l'harmonie des pièces blanches. Mais Anderson ne va pas récupérer ce pion. Il va jouer Dame B3. Et on tape maintenant sur le pion F7. Dame F6 va être joué pour défendre le pion F7, mais c'est E5 qui est répondu directement. Évidemment, le pion n'est pas prenable, on aurait des clouages potentiels avec une tour en E1. Et donc, la dame va en G6 pour toujours maintenir la défense de ce pion en F7. Après dame G6, Anderson continue dans son idée. Il va pour l'activité, il veut sortir ses pièces. Et il joue donc tour E1. Cette façon de jouer, elle est vraiment très symbolique de l'époque romantique. C'est l'école romantique des échecs, ça offre des parties où on joue pour l'activité, on développe nos pièces, si on veut mener une attaque, quitte à donner des pions, quitte à donner des pièces, c'est pas grave, on joue pour l'activité. Tour E1 est donc choisi, et après cavalier G7, la position, à l'heure actuelle, est encore complètement égale. Fou A3 est répondu, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de jeux sur le roi noir. Ça peut faire peur, cette batterie dame fou qui tape sur F7, ce fou A3 pareil qui a une excellente diagonale. Ça peut être très compliqué pour les noirs, mais pour autant, après petit roc, les noirs ne sembleraient avoir aucun problème. Mais c'est pas petit roc qui va jouer dans cette partie, et c'est peut-être la première grosse faute de Dufresne dans celle-ci. Dufresne va répondre B5. B5, l'idée, elle est assez claire. D'abord, on vient casser l'harmonie entre ce fou et cette dame. Il tape sur F7, c'est désagréable. On veut casser un peu ça. Si on reprend du fou d'abord, on aurait tour B8 et on aurait un clouage très désagréable fait par la tour. Par ailleurs, une fois ce pion pris, on va pouvoir maintenant développer le fou en B7. B7 n'est plus protégé, enfin n'est plus tenu par un pion. Le pion est maintenant en B5 et donc on va pouvoir développer les pièces. Anderson va accepter ce pion, mais ne pouvant pas le prendre avec le fou. Il va donc le manger avec la dame. Et après dame prend, ça va être tour B8 qui va être joué. On va ensuite avoir dame A4, puis fou B6. On replace la pièce et on voit que finalement les deux joueurs jouent pour l'attaque. Ils n'auraient que faire de leur pion, du matériel. Ils veulent jouer pour gagner le plus rapidement. Et donc, ça promet une partie très animée et assez endiablée. Après fou B6, cavalier BD2 est joué par Anderson, on développe les pièces.
fou B7, et vous voyez que finalement maintenant il y a vraiment des batteries de part et d'autre, hein. Ça va taper dans tous les sens, et c'est ce que je vous disais, on est sur une vraie partie romantique, une vraie partie d'attaque et d'activité. C'est cavalier E4 qui va être répondu par Anderson, avec une idée, c'est ensuite de pouvoir récupérer le pion D3 avec le fou et de créer un alignement désagréable avec la dame, et derrière on pourrait avoir, pourquoi pas, du cavalier F6. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi les noirs ici ne roquent pas. Mais après petit roc, on pourrait avoir fou prend D3, et on menace encore une fois ces fourchettes désagréables, en tout cas cette découverte désagréable, on gagnerait la dame. Il y a beaucoup de jeux, la dame ne sait pas trop où aller, même si elle va en E6, elle peut encore être attaquée derrière par le cavalier en G5, c'est compliqué. Et donc on comprend que petit roc ait fait peur. Malgré tout, vous allez voir que le coup du frêne est assez incompréhensible. Le bon coup ici, avec nos ordinateurs modernes, c'est de jouer D2, qui est vraiment pas facile, et qui garde quand même un joli avantage au blanc. Mais Dufresne va jouer Dame F5. Dame F5 qui n'empêche en rien le plan des blancs, coup prend D3. Dame H5 est joué, on sort du vis-à-vis. Mais là, vous allez voir qu'Anderson va arriver avec des thèmes d'attaque absolument incroyables. Et ça commence par le très joli cavalier F6 échec. Fourchette royale qui est donnée. Évidemment, on n'a pas le choix, on reprend le cavalier. Et après, puis on prend, ce cavalier est cloué. On voit déjà qu'on pourra reprendre la pièce avec les blancs. Tour G8 est joué ensuite, on menace le cavalier. Le pion G maintenant est cloué, le roi est dans le viseur de la tour. On menace simplement de gagner le cavalier en F3. Mais Anderson, il n'a que perdre ce cavalier, parce qu'il a vu, comme je vous l'ai dit, un super thème, une superbe attaque de mat qui a rendu cette partie incroyablement célèbre. Et il va jouer ici, tour AD1. Pour l'anecdote d'ailleurs, après tour AD1, les noirs peuvent tenir la position à égale, et pour ce faire, il faudrait jouer Dame H3 ou Fou D4. Et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Après tour AD1, Dufresne va faire ce que beaucoup d'entre nous on aurait fait. Il va s'empresser de prendre le cavalier en F3. Et maintenant, je vais vous laisser un petit peu, je vous laisse mettre la vidéo sur si vous le voulez pour rechercher cette combinaison gagnante trouvée par Anderson. Et ça commence par le très joli tour prend E7. Sacrifice de qualité. Cavalier prend E7 est forcé. Évidemment, on ne peut pas reprendre du roi. Et le coup qui a rendu cette partie si célèbre, le voici. Dame prend D7 échec. Incroyable. Ce coup, il me rend dingue à chaque fois. Il est somptueux. Évidemment, on ne peut pas partir avec le roi. Si on va en F8, l'échec est mat pour être délivré, par exemple. Après, fou prend E7. Sacrifice d'attraction. Et après, roi prend D7. On voit maintenant que cette tour en D1 fait sens, parce qu'on va pouvoir délivrer avec le fou et la tour un double échec. Alors attention, pas en B5, et vous allez comprendre pourquoi. Ce double échec, il va être délivré avec fou F5. Si roi C6, on aura ce échec et mat absolument somptueux, très esthétique. Et donc on comprend que si on joue le fou en B5, on peut fuir, pourquoi pas, après roi E6, et finalement c'est les noirs qui vont gagner derrière, on a donné trop de matériel avec les blancs. Donc c'est fou F5 qui est joué par Anderson. Et après roi E8, le mat n'est pas encore terminé, et il continue par fou D7, roi F8, et on a fou prend E7, magnifique, en fin de séquence, finalement pour délivrer l'échec et mat. Alors avec dame H3, dont je vous parlais, on se rend compte que si la dame avait été en H3, on aurait pu tenir ensuite le pion en D7, et donc on aurait pu récupérer la dame, par exemple, il n'y aurait pas eu le thème du dame prend D7. C'est pourquoi dame H3 après tour D1 était le meilleur coup. J'espère que cette nouvelle, ce nouveau passage dans l'histoire échiquienne vous aura plu. Je vais nous remettre le tableau de maths pour conclure. Je prends un grand plaisir à vous faire ces vidéos. Et d'ailleurs, je dédicace cette vidéo à Mark Kenen qui m'a fait découvrir cette partie. C'était 1 an après environ que j'ai commencé les échecs. J'aime beaucoup son talent comme ça pour parler des parties. Et cette partie, Marc, si jamais tu tombes sur cette vidéo un jour, elle est pour toi. J'aime beaucoup ton travail. Et c'est une partie qui m'avait vraiment encore plus rempli d'amour pour le jeu d'échecs. Et c'est pour ça que je te la dédicace aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo, Histoire échiquienne, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!